Ok, bonjour Christine. Bonjour Al-Mustafa, à Bamako. Très bien, on est très ravis de démarrer cette session échec ce matin. On est très ravis de vivre ces nouvelles expériences de la conférence Afravie en ligne. C'est une expérience fabuleuse. C'est la première fois qu'on arrive à le faire. On était très inquiets avec tous les problèmes de connexion Internet en Afrique, mais de plus en plus, ça s'améliore et c'est aujourd'hui un grand plaisir pour nous de modérer cette session avec Christine. Donc aujourd'hui, nous allons avoir une session très intéressante avec plusieurs personnes qui vont intervenir, des grandes personnes sur la résistance. On va avoir Constance Delogère qui sera avec nous, avec Nathan Ford de Genève. Donc Christine, tu les présentes ou je peux commencer tout de suite? D'abord, je vais te présenter. Je voudrais juste dire que tu es virologue. Très bien. Que tu es très impliqué dans le VIH, mais pas seulement, que tu es responsable du laboratoire de biologie, virologie à Gabriel Touré et que tu travailles au centre Cérefo, que tu nous connais bien tous parce que tu as fait une partie de ta formation à la fois aux États-Unis, à Paris. Voilà, pour moi, un emblème de la nouvelle génération qui se forme ailleurs, mais qui revient travailler dans son pays. Donc, je suis ravie, Al-Mustafa, de modérer cette session avec toi. Merci beaucoup, Christine. C'est un grand plaisir pour moi. Merci pour ces mots très, très gentils. Et je profite quand même pour dire que on est là aujourd'hui, c'est grâce à ton dynamisme. Tu as insufflé une dynamique vraiment très forte dans la recherche sur le VIH, mais pas que le VIH, sur d'autres maladies infectieuses aussi, en Afrique francophone. Et c'est aussi grâce à toi que toutes ces collaborations avec les États-Unis et beaucoup de pays d'Afrique francophone ont lieu aujourd'hui. Et donc, nous sommes très ravis de pouvoir continuer ce travail avec toi et aussi avec toutes les personnes que tu as formées. Merci Al-Mustafa. Je vais rougir, je ne sais pas si ça se voit à l'écran. En tout cas, sans plus tarder, je vais vous introduire donc le professeur Constance Delogère. Donc Constance, ah non, on la verra après, pardon. Donc Constance Delogère est une professeure de virologie. Vous voyez, en plus, c'est une férue d'art. Regardez les magnifiques structures et sculptures qu'elle a. On dirait presque de l'art du Mali. Nous connaissons Constance depuis longue date. Elle est membre de l'Afravie, membre du bureau de l'Afravie et très impliquée dans les activités de l'Afravie, en particulier le cours de recherche, le livre, comme beaucoup d'entre vous. Voilà, donc Constance, on t'a choisi un sujet un petit peu chaud, mais on sait que tu vas pouvoir relever ce défi. Donc, la résistance aux antirétroviraux existe-t-elle en dessous de 1000 copies? Et on rappelle pourquoi on a choisi ce sujet. C'est parce que l'OMS est toujours avec une valeur de 1000 copies pour déclarer l'échec, c'est-à-dire en gros, en bas, en dessous, c'est le succès. Voilà, et tout le monde ne partage pas cette opinion. À toi, Constance. Oh, les fichiers. Bonjour à tous. Cette présentation concerne la résistance aux antirétroviraux. Existe-t-elle en dessous de 1000 copies? Donc tout d'abord, une diapositive que j'avais préparée en 2008 qui s'intéressait finalement à l'évolution des définitions et des outils en France en fonction des différents rapports d'experts. Et vous pouvez voir en fonction des différents rapports qui avaient été établis tous les 2 ans, donc entre 2002 et 2018, à la fois l'évolution finalement des charges virales. Au début, on avait des seuils de charge virale qui étaient de 400 copies. Et puis, à partir de 2006, nos seuils de charge virale ont pu dépister jusqu'à 50 copies par ml.
La définition de l'échec, qui évoluait aussi, qui a beaucoup évolué, avec 5000 copies en 2002 pour passer à 1000 copies en 2004, à 500 copies en 2006, et puis depuis 2008 est à 50 copies dans la plupart des pays du Nord. Puis ensuite, l'indication du test génotype de résistance, qui a aussi évolué en fonction des techniques, qui a toujours été de 1000 copies au départ, puis maintenant qui est proposé dès effectivement 50 copies. Donc cette évolution que l'on a vécue en France, pouvons-nous finalement faire la même chose dans l'ensemble des pays? Donc cette présentation va essayer d'apporter quelques arguments. Donc tout d'abord quelques définitions. Donc le succès virologique, vous savez que c'est la décroissance de la charge virale sous un seuil. Donc le seuil retenu général, ça cette fois-ci mondial, c'est 50 copies par ml. Ça n'empêche qu'on peut dépister finalement ce qu'on appelle des blips. Des blips, c'est donc un point au-dessus de 50 copies qui revient à 50 copies. Ensuite, l'échec virologique. Donc l'échec virologique, c'est un échec qui est défini par une charge virale détectable confirmée. Donc en France, c'est au-delà de 50 copies 2 fois. Aux États-Unis, le seuil retenu, c'est 200 copies. Et l'OMS a retenu le seuil de 1000 copies à 3 mois d'intervalle avec un renfort d'observance entre les deux. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? De ce qu'on appelle en anglais des virémies résiduelles ou low-level virémies. Donc en France, en général, les études, quand elles ont été faites, c'était plutôt entre 51 copies et 500 copies, alors que pour les études faites dans les pays du Sud, cette virémie faible est considérée au-dessus de 50 et en dessous de 1000, donc entre 51 et 990. Donc quel est le risque? C'est la sélection de variants résistants, ça c'est un graphe que vous connaissez bien. Donc quand est-ce qu'on peut avoir cette sélection? Nous n'en avons pas lors de la décroissance initiale, ici, quand on sera à 1000 copies ou à 900 copies, lors de cette décroissance, nous n'avons pas démontré de sélection de virus résistants. Il n'y en a pas lors du blip, donc le blip n'est pas accompagné de sélection de virus résistants. Il y en a lors du rebond confirmé, et y en a-t-il lors d'une virémie faible? Donc c'est ce que nous avons. Alors, cela va dépendre, bien évidemment, de ce qu'on appelle la barrière génétique et finalement la cinétique d'acquisition de résistance lors des échecs virologiques. Et cette cinétique, il y a une notion de temps, finalement, de temps de réplication et de niveau de réplication. Eh bien, finalement, ça va dépendre des drogues et des traitements. Pour les non-nucléosidiques, en particulier l'efavirenz, la barrière génétique est faible de cet antirétroviral et il y a une émergence rapide, en quelques semaines, de virus résistants. C'est le cas aussi pour les premières générations d'anti-intégrases comme le raltegravir ou l'elvitegravir. Ensuite, une barrière génétique considérée comme moyenne sont par exemple pour l'ensemble des combinaisons de nucléosidiques accompagnées finalement de 3TC ou de FTC qui montrent que finalement la sélection à cette combinaison de virus résistants peut attendre quelques semaines de réplication avant d'être observée. Enfin, les produits à barrière génétique élevée, comme les IP boostés ou comme les deuxième génération d'inhibiteurs d'intégrase, le dolutegravir, le bictegravir, il faut de nombreuses semaines de réplication sous ces produits pour voir apparaître de la résistance. Alors, un premier travail que nous avions fait en 2012, qui s'était intéressé à 44 personnes, 4 personnes qui étaient en première ligne de traitement et 39 qui étaient sous plusieurs lignes thérapeutiques et qui répliquaient depuis au moins 6 mois entre 40 et 500 copies à 3 occasions sous le même traitement. Et donc, qu'est-ce que nous avions pu montrer? Qu'il y avait finalement de l'émergence de mutations de résistance entre le point 1 et le point 2 dans 30% des cas. Et que finalement, toutes les antirétroviraux et toutes les classes étaient concernées, même les IP boostés. Chez des patients qui avaient déjà des mutations aux IP, finalement, le laisser répliquer à des niveaux faibles, ici les charges virales, 100 copies, 250, 58, pouvait permettre l'émergence de nouvelles mutations. Dans une étude qui s'appelle Multivir, qui est une étude cette fois-ci transversale et non pas longitudinale, qui sont des études que l'on fait qu'on a fait en 2009 et en 2014 avec le groupe AC11 résistance de la NRS, nous nous sommes intéressés à regarder la prévalence de la résistance chez toutes les personnes qui ont une charge virale au-dessus de 50 copies, donc définition d'échec.
Donc la première chose qu'il faut retenir, c'est finalement la capacité à pouvoir faire ce génotype et le succès de l'amplification. Donc en 2009, sous 1000 copies, vous voyez, et c'est évidemment ça va décroître, le taux de succès d'amplification est de 60%, passant de 80% quand on est entre 500 et 1000 copies à 21% quand on est en dessous de 100 copies. Nous avons amélioré nos approches, nos techniques, la prise d'essai, et l'on voit qu'aujourd'hui, sous 1000 copies, finalement, on a dans cette étude, dans les labos, il y a de nombreux labos et certains labos du Sud qui participent à l'ensemble de ces études, eh bien 71% de taux d'amplification sous la barre de 1000 copies. Deuxième chose, y a-t-il de la résistance chez ces patients qui peuvent être en première ou en deuxième ligne ou en énième ligne? Donc l'on voit ici les couleurs, c'est en bleu entre 50 et 200 copies, puis rouge 200-500 copies et vert 500 à 1000 copies, violet au-dessus de 1000 copies. On voit que de la résistance à n'importe quel antirétroviral, eh bien, elle est présente chez 46% des individus dès 51 copies, et elle augmente jusqu'à 1000 copies. On est à 61% de patients qui ont de la résistance entre 500 et 1000 copies. Et donc, c'est tout à fait vrai, et ça augmente pour les nucléosidiques. C'est moins franc pour les non-nucs, mais il y a donc présence de cette résistance. Et pour les IP, donc les IP, bien sûr, sont des drogues à barrière génétique faible, donc une résistance plus faible, mais qui est tout à fait présente, qui est déjà à 20 copies, même à des niveaux faibles. Et ici, bon, c'est les anti-intégrases, où il y avait 382 personnes, donc ce qui comptait quand même était important. Il y a un peu moins, bien sûr, mais il y a aussi de la résistance. Donc, cette résistance peut largement être détectée sous 1000 copies. Alors, dans une étude plus récente, et surtout dans le contexte des pays du Sud, une étude menée au Kenya, chez 394 patients sous deuxième ligne sous lopinavir, où 48% des patients présentaient un échec, dont 21 au-dessus de 1000 copies. Donc là, vous voyez ils ont réussi à obtenir finalement 55 séquences, 55% des séquences chez 105 patients. Et il y a vraiment un taux d'échec de génotype, puisqu'il y a 32% seulement de succès du génotype sous 1000 copies, comparé à 85 au-dessus de 1000 copies. Donc il va falloir effectivement augmenter les performances quand même. Il faut retenir que c'est important d'augmenter les performances du génotype de résistance, de la prise d'essai, de la centrifugation avant de faire ce génotype. Et qu'est-ce que l'on voit ici finalement dans la colonne de droite, c'est sous 1000 copies, dans la colonne de gauche, c'est au-dessus de 1000 copies. Donc on voit quand on regarde any mutation, quelle que soit la mutation, il y a 80% de virus résistants parmi les séquences. Ici, ce sont les sous-types, donc c'est peut-être pas le sujet de regarder en fonction du sous-type A, C ou D, mais regardons juste la prévalence de ces résistants. Et là où c'est même intéressant, c'est que pour la présence de mutations au nuc et au non-nuc, eh bien finalement, il y en a même plus sous le seuil de 1000 copies que sous le seuil au-dessus de 1000 copies. Il faut savoir que si des fois la charge virale est très élevée, c'est plutôt en faveur d'une absence d'observance et on peut être amené à détecter moins de résistance au-dessus de 1000 copies. Enfin, dans cette étude, ils ont regardé aussi à deux time point 1 et time point 2, s'il y avait de l'accumulation de résistance. Et donc, ils ont regardé, finalement, il y avait 55 jours en médiane entre les deux time points, et ils ont démontré que chez 40%, il y avait accumulation de mutations de résistance, même à ces niveaux faibles, entre 50 et 1000 copies, et que ça concernait finalement un petit peu toutes les drogues, ici les travirines, la rilpivirine, le téno, le DDI, la BACA, et bien sûr un peu moins pour les IP, donc tout à fait une possibilité d'accumuler des mutations de résistance, même à des niveaux faibles. Alors enfin, ce travail tout à fait intéressant, qui ne s'est pas intéressé à la résistance, mais qui s'est intéressé finalement aux effets de cette faible virémie sur finalement le taux d'échec et l'échec défini par une charge virale au-dessus de 1000. Donc ça, c'est une énorme cohorte en Afrique du Sud, dans 57 cliniques, qui a regroupé environ 71 000 patients qui étaient sous traitement depuis 2,5 ans. 95% étaient plutôt
sous première ligne à base d'efavirenz et 5% sous seconde ligne à base d'IP. Donc, la prévalence de cette faible virémie entre 51 et 999 était de 23%. Donc, 23% des patients ont une réplication quand même en dessous de 1000 copies et avec une incidence de 11,5% pour 100 personnes années. Et donc ensuite, chez ces patients, ils ont détecté 22% d'échecs pour les premières lignes et 33% pour les secondes lignes. L'échec défini au-dessus de 1000 copies. Et là, ici, vous pouvez voir que finalement, le risque d'échec était particulièrement augmenté comparé aux gens qui sont contrôlés sous 50 copies pour toutes les strates. C'est-à-dire la plus grande strate, c'est d'être entre finalement 400 et 1000, où là, le risque d'échec en fonction du temps est augmenté. Ici, entre 200 et 400, mais même ici, entre 50 et 200 copies, il y a un risque d'aller vers l'échec plus important que de rester en dessous de 50 copies. Et c'est encore plus vrai pour les secondes lignes, puisqu'il faut savoir que dans une seconde ligne, il y a déjà de la résistance au nucléosidique qui a déjà été cumulé lors de la première ligne, et donc le risque d'échec. Et donc, il faut être encore plus agressif, si je puis dire, chez une personne qui est sous seconde ligne avec ces faibles niveaux de réplication, puisqu'on va vers une accumulation de résistance et un échec bien plus rapide. Alors, pour finir, un essai qui a été publié dans PLOS Medicine en 2020, qui a été conduit au Lesotho chez 80 individus qui étaient en première ligne de traitement. Ils étaient sous Téno 3-TC plus efavirenz environ depuis 6 ans et qui avaient 2 charges virales consécutives au-dessus de 100, mais en dessous de 1000, malgré une bonne adhérence. Et donc, on a proposé soit de switcher pour la seconde ligne, soit de rester finalement sur la première ligne, puisque les recommandations de l'OMS ne sont pas de switcher si l'on est en dessous de 1000 copies. Et l'objectif principal était de regarder le contrôle virologique en dessous de 50 copies à 36 semaines. Et ce contrôle a été bien sûr largement plus observé de façon significative dans le groupe Switch, avec 55% des participants, c'est-à-dire 22 sur 40, qui sont contrôlés à 36 semaines, par rapport à 25%, 10 participants sur 40, dans le groupe qui reste sous la première ligne. Et donc, cette étude recommandait, bien sûr, le switch vers une seconde ligne chez des patients qui ont une réplication faible en dessous de 1000 copies. Donc, pour terminer, je voulais juste présenter les résultats de l'essai NAMSAL à S96 qui vient d'être publié par l'équipe de NAMSAL avec Alexandra Calmi en premier auteur dans Lancet HIV, qui nous montre d'une part qu'à 96 semaines, finalement, le taux de succès est maintenu par rapport à 48 semaines avec 74% de personnes en dessous de 50. Et dans les données supplémentaires, on peut voir aussi le nombre de patients qui sont en dessous de 200 copies ou en dessous de 1000 copies. Et donc, en fait, finalement, il y a peu de gens qui répliquent. Alors, ça fait 10% des patients sont entre 51 et 1000 copies dans le groupe de l'UT et 8% dans le groupe efavirenz, mais que la majeure partie finalement des patients sont entre 50 et 200. Donc quand même une réplication en dessous de 200, assez faible. Et en termes de résistance, eh bien finalement, ces drogues à barrière génétique élevée sont quand même très intéressantes, puisqu'il n'y a aucune résistance ici mesurée à 1000 copies pour le dolutegravir, donc on se doute qu'il n'y en aura pas non plus en dessous de 1000 copies. En revanche, pour l'efavirenz, où il y a déjà 11 participants qui ont de la résistance, on imagine que probablement l'analyse sous 1000 copies nous donnera quand même un niveau probablement, vu la barrière génétique, encore plus élevé de risque de résistance. Donc pour conclure, les mutations de résistance sont sélectionnées lors de la réplication virale, même faible, et en particulier pour des traitements incluant des molécules à faible barrière génétique, que cette réplication virale en dessous de 1000 copies est associée à un risque d'échec virologique défini par être au-dessus de 1000 copies et à une diminution des options thérapeutiques avec un risque encore plus d'échec lors des secondes. Donc clairement, des stratégies de prise en charge spécifiques de ces virémies de bas niveau devraient être incluses dans les lignes de l'OMS pour atténuer le risque d'échec virologique ultérieur. Et enfin, ce seuil de 1000 copies pour définir l'échec dans les pays à faibles et moyennes ressources devrait être reconsidéré et un nouveau seuil, comme dans les pays du Nord, devrait être proposé. Je vous remercie de votre attention.
de toutes vos questions et n'hésitez pas, hein, vous avez le chat pour poser vos questions sur cette présentation qui nous a bien fait le point. Alors, très clairement, maintenant, je passe la parole à Nathan Ford. Nathan Ford travaille à l'OMS. Il est responsable du comité de revue des guidelines de l'OMS. Ça tombe bien parce que c'est ce dont on lui a demandé de parler. Auparavant, il travaillait à Médecins sans frontières et par ailleurs, il est titulaire d'un doctorat de microbiologie, de virologie. Souvent, on voit les gens qui travaillent à l'OMS comme peut-être des gens d'administration, pas du tout. Donc, Nathan, on attend beaucoup donc, des éléments de votre intervention sur les éléments clés pour réviser l'algorithme charge virale de l'OMS. À vous. Vidéo. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'introduction et merci à tous les organisateurs de m'avoir invité à faire cette présentation. J'espère que vous voyez très bien ma présentation. Et je vais continuer. Donc, dans cette session, je vais vous présenter les considérations clés pour l'examen de l'algorithme de la charge virale de l'Organisation mondiale de la santé. Et je fais cette présentation aussi pour ma collègue Lara Vojnov, qui est chargée des diagnostics dans le département de VIH à l'OMS à Genève. Donc, ici, on voit l'algorithme d'aujourd'hui, donc qui a été produit dans les lignes directrices de 2016. Le seuil d'échec est à 1000. Si le patient a une charge virale en dessous de 1000, on fait une évaluation d'adhérence. Et si après un appui d'adhérence, il reste en dessous de 1000, on passe aux deuxième ligne. L'accès aux charges virales n'est pas toujours garanti. Il existe toujours des barrières, y compris l'insuffisance de l'infrastructure, manque de ressources humaines, ce qui mène à des longs délais d'action imparfaits sur les résultats. Et c'est pour ça qu'on nous pose des questions. Est-ce qu'on devrait adapter l'algorithme ou pas? Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Les 4 considérations clés en considérant un update sont timing du premier charge virale, le timing du deuxième charge virale si le premier est élevé après un appui d'adhérence, la possibilité de faire un switch après un premier charge virale élevé sans atteindre faire un soutien d'adhérence et le seuil d'échec. Il faut aussi considérer si ces principes doivent être différents selon la population, enfants, femmes enceintes, etc. En ce qui concerne les médicaments, la transition au dolutegravir avance très vite, surtout l'année prochaine, en 2021, quand on va dépasser largement 50% des patients traités avec le dolutegravir, ce qui nous amène à pencher sur la question de l'algorithme de la charge virale. Est-ce que c'est pour les gens sur les médicaments NNRTI, FAV1, ou est-ce que c'est pour les gens qui sont traités avec le dolutegravir? Le premier charge virale, normalement, se fait 6 mois après l'initiation du traitement. Devrait-on le faire après 3 mois ou même après 1 mois après avoir commencé le traitement? Ici, on voit les courbes qui démontrent le temps pour supprimer le virus avec des différents régimens. On voit que pour l'efavirenz, il faut minimum 6 mois sur le traitement pour que 90% des personnes auront une charge virale supprimée, alors qu'avec le dolutegravir, c'est 3 mois.
mais on voit pas des personnes supprimées après un mois sur traitement, ni avec dolutegravir, ni avec d'autres régimes. La deuxième question, c'est si on devrait attendre 1 mois ou 3 mois avant de faire un switch chez des patients qui ont une charge virale élevée et restent élevés malgré les efforts du counseling, etc. Donc, est-ce qu'on devrait faire un appui d'adhérence qui dure 1 mois seulement ou 3 mois avant de vérifier, faire une deuxième charge virale et vérifier si on est resupprimé ou pas? La troisième question, c'est si on devrait faire un switch aux deuxième ligne le moment qu'on détecte une première charge virale élevée, sans d'abord donner un appui d'adhérence de tout. Cette considération est surtout pour les personnes qui prennent un traitement NNRTA et non pas dolutegravir. Ici, on voit les résultats d'une méta-analyse sur le nombre de personnes qui ont une charge virale resupprimée après un appui d'adhérence. Donc, un premier charge virale, un premier échec, une soutien d'adhérence et un deuxième charge virale qui ont été fait qui est resupprimé. Et ici, en général, avec cette étude, on voit que environ 50% des patients ont une charge virale resupprimée après une intervention d'adhérence. Ce qui veut dire qu'au minimum, 50% des cas d'échec sont dus au problème d'adhérence et non au problème de résistance. Ça, c'est des études qui ont été faites pendant ces derniers 10 ans. Et donc, il faut noter que c'est avec presque toutes ces études ont été faites avec des médicaments NNRTA et pas des médicaments de dolutegravir. Et la quatrième question, c'est le seuil. Devrait-on le réduire ou pas? Une charge virale entre 200 et 1000 est associée avec l'échec et la résistance et transmission mère-enfant aussi. En termes de faisabilité, il faut reconnaître que 50% des patients reçoivent des soins à un centre de santé près d'un laboratoire central et il y a des problèmes pour mesurer la charge virale en dessous de 1000 avec des échantillons qui ne sont pas faits dans un délai de 24 heures. Donc, la faisabilité de faire le test rapide touche à la possibilité de réduire le seuil. Donc, voici encore un résumé des 4 considérations clés. Le timing du premier charge virale, le timing du deuxième charge si le premier charge virale est élevé, la possibilité de faire un switch après une première charge virale élevée sans atteindre faire un soutien d'adhérence et le seuil d'échec. Et l'OMS vient de conclure en début d'octobre un meeting d'experts sur ces 4 questions dans le but de produire un update sur les lignes directrices pour le mois de janvier ou février de l'année prochaine. Donc, malheureusement, je suis pas en mesure de donner les résultats de cette meeting, mais en janvier ou février de l'année prochaine, on va lancer un nouveau algorithme sur des données qu'on a sur ces 4 considérations clés. Donc, merci beaucoup pour votre attention et je vais rester en ligne s'il y a des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathan, pour cette belle présentation avec Constance. On va ouvrir le débat sur les questions. On a une question qui a été posée par une de nos collègues du Gabon, Dr Samira, qui veut savoir quand est-ce qu'on parle d'échec minimum et d'échec modéré ou majeur.
Elle veut aussi savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la conduite à tenir et est-ce qu'il faut systématiquement chercher des mutations de résistance en cas d'échec dans ces différentes situations. Donc, la question est posée à Constance. Quand est-ce qu'on va parler d'échec minimum et d'échec majeur ou d'échec modéré? Est-ce qu'il y a déjà cette terminologie d'échec modéré, minimum, majeur? Ça, c'est d'ailleurs la première question. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? Est-ce qu'il faut aussi chercher des mutations? Merci de la question. Il y a une dizaine d'années, on avait potentiellement émis ce type de stratification où l'échec modéré, c'était, on va dire, en dessous de 5000 et puis au-dessus, des échecs majeurs. Ouais. Et puis surtout des échecs majeurs quand on n'arrivait pas du tout à recontrôler la situation. Aujourd'hui, c'est vrai que ce que nous a appris le monitoring, mais c'est vrai qu'on a la possibilité de monitorer et les charges virales et les génotypes de façon très répétée dans les pays à forte ressource. On est très exigeant et ce qu'on nous a appris, c'est que finalement, on parle plus d'échecs modérés et majeurs, on parle d'échecs virologiques dès que le virus reprend sa réplication. Alors, je crois que ce que dit notre collègue de l'OMS, Nathan Ford, est intéressant. Enfin, le travail qu'ils vont produire, c'est vrai qu'un échec sous non-nuc, même modéré, même à charge virale basse, a un risque majeur de sélection de résistance. Donc, ça sert à rien de parler de modéré ou d'important du moment qu'il y a une réplication, sauf si la personne ne prend pas de traitement. Bon. Et donc, du coup, après, d'autres drogues, l'arrière, le doluté, les IP, finalement, c'est le temps de réplication, comme je l'ai dit, mais c'est vrai qu'on a arrêté de parler de ces niveaux d'échec. Ce que je veux dire, quelque chose qui n'arrivera probablement pas dans les pays du Sud, mais qui nous sert tous les jours, nous, c'est qu'on fait une charge virale pré-thérapeutique. Donc, on sait d'où on part. Et ça, c'est majeur. Parce que du coup, on sait que la personne, quand elle arrête son traitement, elle reprend le même niveau d'avant-traitement. Et qui peut être bas pour certains. Pour certains, ça peut être 40 000 copies. Et pour d'autres, ça peut être 100 000 copies. Donc, quand on connaît ce niveau, on sait si la personne est en échec, c'est-à-dire sous traitement et que le virus reprend sa réplication, ou si elle est vraiment en absence de traitement et que l'adhérence est très faible. On se rajoute évidemment le dosage. Donc, on a plein de façons d'interpréter ces niveaux d'échec. Voilà, ça c'est ma réponse. Donc je crois c'est très important de considérer la barrière génétique et quand on fait qu'une seule charge virale, le temps de réplication c'est difficile de le voir. Donc évidemment il faut trouver un compromis entre les moyens qu'il y a sur place, les coûts et l'accessibilité, ça j'entends. Je pense que on est très content que l'OMS mette en place cette réflexion. Je pense les questions sont très bien posées. Il faut trouver un juste milieu, un consensus pour un accès majeur à charge virale. Je pense qu'il faut descendre ce seuil, mais que on va pas être peut-être agressif de la même façon entre le dolutegravir et les favipiravir, par exemple. Peut-être que c'est pour ça, dans la discussion, qu'il faudrait aussi distinguer l'échec virologique. Et d'ailleurs, Constance, tu renvoies une question, on te demande à quel niveau ce serait une définition raisonnable d'échec et une stratégie de changement. Et le problème, c'est que les guidelines, les recommandations lient les deux. Or, je suis convaincue que les experts à l'OMS ne peuvent pas affirmer qu'être à 980 copies est un succès. En revanche, peut-être qu'en fonction, et certainement, qu'en fonction de la stratégie qui est la stratégie que prend le patient, les conséquences ne sont pas les mêmes. Donc, peut-être qu'on pourrait maintenant distinguer ces deux choses, après aux États, aux gens de faire en sorte qu'il y ait un changement ou pas, et qu'on différencie. C'était bien compréhensible avant parce qu'il n'y avait pas les stratégies avec le dolutegravir. Maintenant, les choses changent, mais c'est vrai que le succès à 999 copies n'est acheté par personne. Constance,
Quel seuil d'échec virologique entre 50 et 1000 serait idéal pour éviter la résistance? Ben, là encore, ça dépend de la barrière génétique. Je crois que les Américains sont assez pragmatiques quand même. Le seuil de 200 copies est un seuil intéressant. Bon, les essais, que l'efficacité soit définie par 50 copies, finalement, c'est un consensus que tout le monde a, et même les essais menés au Sud gardent ce niveau-là. Maintenant, je crois que tu as raison, il faut avoir la notion d'échec et à quel moment il faut changer. C'est vrai que c'est finalement, ça rajoute un niveau de réflexion, et puis même à quel moment faut faire le génotype. Dans les essais, finalement, le génotype est souvent fait au-dessus de 200, voire au-dessus de 400. Il n'est pas fait en dessous parce que ça a beaucoup d'échecs d'amplification, ce qui est un coût pour les équipes que de faire des génotypes qui ne réussissent pas. Donc finalement, pour moi, il faut effectivement changer un peu les choses. Ça complexifie pas, mais il y a plusieurs choses. Il y a le seuil d'échec, le seuil d'intervention pour changer et passer la deuxième ligne, et le seuil pour mettre en place le test de résistance. Je trouve que 200 est assez pragmatique pour au moins définir l'échec. Voilà, où on commence à s'inquiéter et qu'il faut changer probablement de thérapie, en particulier quand il y a des drogues à barrière génétique faible. Alors, juste un commentaire, une question, une remarque qui nous vient de Zurich et qui félicite Constance et qui dit, je cite, « Combien d'évidences faut-il rassembler pour attirer l'attention de l'OMS et les pousser, les guidelines, à changer en vue de les voir implémentés par les populations ?» Voilà. Donc, en tout cas, Nathan et à l'OMS, on est plutôt confiants que vous allez réfléchir dans une direction qui va être plutôt la situation de 2020, sachant que finalement, tous les pays ont maintenant ces barres aussi, hein, ces cut-off de mesures de charge virale quand elle est faite, pas assez souvent, mais en tout cas, où c'est compliqué. On le voit dans les RCP. Alors, tu as une autre question Guillaume a une question, vas-y. Oui, bonjour. Oui, bonjour Guillaume Breton. Bonjour Nathan, merci pour votre présentation. Moi, j'ai une question basée finalement sur tous les algorithmes qui sont utilisés, un enjeu majeur qui est l'évaluation de l'observance. Et on sait que c'est un enjeu finalement très compliqué d'évaluer l'observance pour plein de raisons très diverses. Et je m'interrogeais sur les réflexions que vous avez au niveau de l'OMS sur d'utiliser des outils pour évaluer l'observance. Et je pense en particulier à l'intérêt du développement du dosage du tenofovir sur des bandelettes urinaires qui est en cours de développement de façon à aider les prestataires de santé à avoir un moyen objectif d'évaluer l'observance parce qu'on se rend compte sur le terrain que comme c'est très difficile de l'évaluer, ça nécessite une bonne discussion avec le patient qui est pas toujours simple. L'accès à l'information sur l'observance n'est pas évidente et beaucoup de personnes utilisent finalement la charge virale comme marqueur de l'observance. C'est-à-dire qu'un patient qui a une charge virale élevée, par définition, est inobservant. Et même si à l'interrogatoire, on n'a pas beaucoup d'éléments pour penser qu'il est inobservant, pour un certain nombre de prestataires, on considère que les patients en échec sont souvent des patients qui disent pas la vérité, qui ont tendance à mentir avec des représentations négatives, ce qui fait que finalement, on a des patients qui gardent une charge virale élevée et ils vont avoir des counseling répétés où on insiste en disant il faut faire un effort, il faut être sérieux. Donc je pense que cet outil qu'on utilise beaucoup dans les pays du Nord, on se base beaucoup sur les dosages, c'est vraiment un outil très complémentaire à la charge virale et qui serait intéressant de considérer. Merci. Merci. De toute façon, il y aura peut-être d'autres questions. Je passe la parole à donc Al-Mustafa, suite de la session. Merci beaucoup. Merci, merci Nathan, merci Constance. Donc, on va recevoir notre présentation suivante. On va parler de l'accélérateur, le plan de rattrapage du Sénégal, qui sera présenté par Cheikh Bamba Dièye, qui est à Dakar, qui est au Conseil national de lutte contre le sida au Sénégal et aussi qui est à l'Université Laval,
qui fait de l'épidémiologie et suivi évaluation à l'université, qui a fait à l'université Laval de Québec. Donc, Cheikh, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous. Comme vous le savez, l'ONU-SIDA a lancé la stratégie des 390 en 2015. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plus grand plaisir de vous présenter la situation des 390 au Sénégal. Donc, cet objectif des 390 de l'ONU-SIDA avait comme défi de mettre fin à l'épidémie en 2030. Le Sénégal, très tôt, a mis en place pour accompagner cette stratégie, donc la stratégie Tatar 7. Mais aussi, le pays a adopté et mis en œuvre le plan de rattrapage pour accélérer donc l'atteinte de ces objectifs de 3,90 suite à un haut engagement des présidents de l'Union africaine en juillet 2017 avec l'appui de l'ONU-SIDA. Par la suite, il nous est paru nécessaire d'apprécier les résultats obtenus dans le plan de rattrapage de 2018. À travers cette étude aussi, voir en 2019 où est-ce que le Sénégal en est par rapport aux objectifs des 3,90. Nous aborderons aussi les progrès qui ont été réalisés, de même que analyser ces niveaux d'atteinte, donc en ayant une attention particulière donc, sur les gaps en 2019. Cette étude donc, est évaluative et menée à travers les 14 régions du Sénégal. Les données collectées sont recueillies par les rapportages des sites de prise en charge du VIH, mais aussi les données issues de l'enquête annuelle pour la détermination de la rétention des personnes vivant avec le VIH. Ces données sont saisies dans Excel et analysées dans le logiciel SPSS. Pour les résultats du plan de rattrapage, il s'agit de voir que pour la connaissance du statut, les objectifs de rattrapage en 2018 étaient fixés à 80%, le pays a obtenu 72%. Pour la mise sous ARB, sur un objectif de 78%, le pays a obtenu 87%, soit 9 points en plus. Sur la charge virale, pour un objectif de 61%, le pays a obtenu 79%, soit 18 points de plus. Par rapport, par contre, à la mise sous ARB, notamment des femmes enceintes, c'est-à-dire la couverture PTME, sur les 80% fixés comme cible de rattrapage, le pays a obtenu 64%. Concernant le diagnostic précoce, sur les 60% attendus, donc on a obtenu 49%. Globalement, nous pourrons dire qu'il y a des résultats qui ont été atteints par rapport aux objectifs de rattrapage, notamment la mise sur ARB, la suppression de la charge virale. Cependant, il reste des améliorations à faire au niveau du premier 90, notamment la connaissance du statut, la couverture ARB des femmes enceintes et le diagnostic précoce chez les enfants. Nous avons aussi recueilli donc, les données de l'étude pour la détermination de la rétention en 2019 afin de voir où est-ce que le Sénégal en est par rapport à la situation des 3,90. Par rapport aux caractéristiques socio-démographiques des patients sous ARV en 2019, il faut noter que nous avons une file active qui tourne autour de 28 960. Parmi ces 28 960, 95% sont des adultes et 5% sont des femmes. Dans cette file active, l'âge médian est de 43 ans et selon le sexe, nous avons 69% de femmes et 37% d'hommes. Concernant l'attrition, le taux de perte de vue est de 5,1% et le taux de décès est de 2,8%. Cette dépôt montre la répartition de la prévalence du VIH selon les régions dans l'idée de donner la répartition spatiale des régions du Sénégal pour essayer vraiment de comprendre
le diapo suivant qui concerne la mise sous ARB qui est répartie selon les régions en 2019. Nous verrons que la file active sous ARB varie donc de 341 pour la région de Kédougou à 9142 pour la région de Dakar. On notera qu'il y a des régions à haut volume, notamment Dakar, Ziguinchor, Kolda, Thiès, Kaolack, mais aussi on notera des régions qui sont au bas de l'échelle, qui ont des files actives, qui ont moins de 1000, notamment Kédougou, qui est à 341, Fatick 845, Matam 886. Concernant la situation des 3,90 en 2019, on notera que le premier 90, le pays a atteint 81%, le deuxième, le pays est à 87% et le troisième, le pays est à 81%. Donc, on peut dire globalement, pour le premier 90, c'est un 9 points qu'on va aller chercher et un 3 points pour le deuxième 90 et un autre 9 points pour le troisième 90 d'ici décembre 2020. Si nous répartissons cette cascade des 3,90 de 2019 selon l'âge et le sexe, nous noterons que la cascade des femmes est meilleure que celle des hommes, c'est-à-dire les femmes âgées de 15 ans et plus versus les hommes âgés de 15 ans et plus. On verra que chez ces hommes, c'est au niveau du premier 90 qu'on a 61%, qui reste des améliorations à faire, mais nous voyons que globalement, dans ces trois cascades, une fois que la personne est diagnostiquée, la mise sous ARB est bonne. Donc, on est dans les 83% dans les trois groupes respectifs. Chez les enfants, c'est la même tendance qui est observée au niveau du premier 90, bien que ce soit inférieur chez les hommes. Mais on voit qu'une fois que ces enfants sont dépistés, la mise sous ARB est meilleure. Cependant, on a une suppression de la charge virale qui nécessite d'être améliorée avec les 50% qu'on a obtenus en 2019. Si nous abordons les progrès réalisés vers l'atteinte des 3,90, nous pouvons dire sans nous tromper que de 2017 à 2019, on a une bonne évolution donc, de la cascade des 3,90 au cours de cette période. Pour la cascade des services PTME, en 2019, donc nous verrons que malgré que la couverture ARB n'a pas été atteinte comme objectif de rattrapage, mais quand même, avec les données de 2019, on a une nette amélioration puisqu'on est passé de 64% en 2018 à 72% en 2019 pour la couverture ARB et dans le diagnostic précoce, on est passé de 49% en 2018 à 71%. Donc, ça veut dire qu'on a des améliorations de ces indicateurs de PTME. Chez les enfants, toujours on a noté la problématique donc, du premier 90, notamment le dépistage et la suppression de la charge virale qu'il faudrait améliorer. En résumé, nous pouvons retenir que entre 2017 et 2019, les interventions de rattrapage ont permis d'augmenter la proportion des patients vivant avec le VIH sous ARB, de même que la couverture ARB des femmes VIH positives et la charge virale, la suppression de la charge virale chez les patients vivant avec le VIH qui sont sous ARB. Cependant, il reste des gaps, notamment chez les enfants, comme nous l'avons souligné tantôt, pour le dépistage et la suppression de la charge virale, mais aussi la prise en charge pédiatrique qui connaît un retard important. Chez les femmes enceintes recevant l'ARB pour l'ITME, il s'agira aussi d'améliorer ses performances, de même que d'améliorer le lien aux soins ARB pour les femmes enceintes, ainsi que la cascade des hommes. En conclusion, nous pouvons dire qu'il y a des résultats encourageants qui ont été obtenus vers l'atteinte des 3,90 au Sénégal. Cependant, des gaps persistants existent et qu'il y ait des stratégies novatrices qui sont en cours, qui ont permis vraiment de booster ces indicateurs, mais ces stratégies aussi sont des opportunités aussi pour le pays. Cependant, il est nécessaire donc d'avoir des interventions plus ciblées vers les vulnérabilités
de l'accès aux soins au VIH des femmes enceintes, des enfants, VIH+, ainsi que les populations clés. De même, orienter les ressources vers les priorités pour les gaps qui sont liés aux cibles des 3,90. L'atteinte des 3,90 en 2020 pourrait être aussi assujettie aux contraintes qui sont liées à la COVID-19. Cependant, on peut dire qu'il existe des potentialités pour que le Sénégal soit au rendez-vous en 2020. Je tiens à remercier, avant de finir, tous les auteurs qui ont participé à cette étude, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, les régions médicales, les districts, la DLSI, les partenaires techniques et financiers, ainsi que le CNRS. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci, Dr Gueye, pour ces courageuses données. Je pense que c'est important. Sans plus tarder, je passe la parole au docteur Guillaume Breton, qui est le directeur médical de Soltis. C'est aussi un clinicien, consultant dans un service de maladies infectieuses parisien. Vidéo, Guillaume. Bonjour. Au nom de mes co-auteurs et du groupe du projet, je vais vous présenter l'expérience clinique du projet Opéra. Le projet Opéra a mis en place la charge virale VIH sur des plateformes ouvertes dans 11 laboratoires situés dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, le Burundi, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Entre 2014 et 2019, plus de 230 000 mesures de charge virale ont été réalisées. Pour ce travail, nous sommes intéressés à la question suivante, savoir si d'un point de vue clinique, l'accès à la charge virale a eu un impact sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Comme méthode, nous avons analysé à partir des bases de données des laboratoires tous les échantillons de charge virale prélevés entre 2014 et 2019 dans les 11 laboratoires. La quantification de la charge virale a été réalisée avec des réactifs biocentriques génériques charge virale. Le seuil d'échec virologique était celui de l'OMS, défini comme étant supérieur à 1000 copies par millilitre. Nous avons regardé l'application des recommandations de l'OMS qui sont montrées ici. Donc, en cas d'une charge virale supérieure à 1000 copies, il convient d'évaluer les difficultés d'observance et de renforcer l'observance, puis de contrôler la mesure de la charge virale dans un délai de 3 à 6 mois. Et si la charge virale est toujours supérieure à 1000 copies, de passer en seconde. Et puis, nous avons en plus fait des enquêtes sur la gestion de l'échec réalisées auprès de prescripteurs dans les 4 pays du projet en 2019. Le détail de cette enquête est détaillé dans le poster PL 251. Donc, même si le projet Opéra a permis l'accès à la charge virale, on se rend compte que la prescription de charge virale reste un défi. Vous voyez là la proportion de personnes qui sont dans les sites appuyés par le projet Opéra qui ont bénéficié de la charge virale. Et globalement, moins de la moitié de ces personnes ont bénéficié d'une prescription de charge virale. On remarque aussi qu'en médiane, le nombre médian de mesures était de 1,3 par patient, 1,1, 1,5 selon les pays pendant la période 2017-2019. Donc on voit une faible prescription et un nombre de charges virales qui reste très modeste. Il y a bien évidemment des différences entre les sites et vous voyez ici en Guinée et là au Burundi des grandes variations selon les sites allant de moins de 20% à plus de 80%. Ces résultats en cas d'échec sont très faiblement utilisés. Donc, vous voyez la cascade de l'échec virologique sur la totalité du projet, donc un peu plus de 26 000 patients avec une première charge virale supérieure à 1000 copies. Et on voit donc une très faible proportion de patients en échec qui bénéficient d'un contrôle de la charge virale dans un délai de 3 à 6 mois et un nombre assez anecdotique de patients qui ont un contrôle de charge virale supérieur à 1000 et qui ont bénéficié d'un passage en seconde ligne sans différence entre les pays, que ce soit le Burundi et la Guinée pour lequel le projet Opéra permettait pour la première fois d'instaurer la mesure de la charge virale dans le système public, ou des pays comme le Cameroun ou la Côte d'Ivoire où l'accès à la charge virale préexistait au projet Opéra. Évidemment, par conséquent, cette faible utilisation des résultats de charge virale fait que dans les sites appuyés par le projet Opéra, on ne voit pas d'évolution notable de la proportion de patients en succès virologique avec une charge virale inférieure à 1000 copies entre le début et la fin du projet, ou ce de façon très modeste.
On a ensuite, pour essayer de mieux comprendre ces défis, fait des études sur 60 tests prescripteurs travaillant dans les 4 pays du projet, sur leur connaissance et la gestion de l'échec virologique. Comme vous pouvez voir ici, en termes de connaissances, que ce soit sur les différences entre CD4 et charge virale, des schémas de seconde ligne, des posologies de seconde ligne, on a globalement des connaissances qui sont tout à fait satisfaisantes. Les difficultés sont plus en ce qui concerne l'interprétation de l'algorithme de charge virale. Un point important est la mesure de charge virale. On se rend compte que quand un patient a bénéficié d'un renforcement de l'observance, que la charge virale est baissée et qu'elle est toujours supérieure à 1000, pour de très nombreux prescripteurs, cela traduit l'efficacité du renforcement de l'observance qu'il faut poursuivre. Il faut poursuivre les efforts et ne pas passer en seconde ligne. De même, lorsque le délai de contrôle de la charge virale dépasse les 6 mois, comme mentionné dans les algorithmes de l'OMS ou les algorithmes nationaux, pour de nombreux prescripteurs, considèrent qu'on ne peut pas interpréter ce résultat et qu'il faut recommencer la mesure de la charge virale. Et on voit effectivement que de façon assez significative, on a une différence entre une bonne connaissance des algorithmes et des difficultés d'interprétation. On a interrogé après 56 prescripteurs sur les raisons associées au faible passage en seconde ligne et on voit donc au premier plan des causes institutionnelles, en particulier la faiblesse de disponibilité des traitements de troisième ligne, qui génère des inquiétudes chez les prescripteurs en disant si on prescrit la seconde ligne, si on a un échec, finalement on n'a plus rien à disposition, donc qui consiste à garder les secondes lignes en réserve. La charge de travail augmentée, un délai important et trop élevé de rendu des résultats de charge virale. Les causes individuelles sont évidemment moins fréquemment évoquées, puisque c'était une enquête qui recueillait le point de vue des prescripteurs, mais on voit quand même la difficulté d'explication des résultats de charge virale aux patients. Il y a un travail qui a été fait et qui est présenté en poster par Francine Carremera, postel PL025, sur le travail qui a été fait au niveau de l'ANSS au Burundi. L'ANSS est une association qui est réputée pour la qualité de sa prise en charge, donc on se retrouve dans un monde presque parfait. Et vous voyez effectivement sur cette étude rétrospective réalisée en 2018 chez 29 patients en échec virologique, que la majorité des patients avaient un accès régulier à la charge virale. Ils avaient dans leur histoire déjà fait 5 charges virales, un délai de rendu de résultats très court et des résultats qui étaient parfaitement notés dans le dossier, que ce soit le résultat de charge virale ou des interventions d'observance. Cependant, la proportion de patients qui ont bénéficié d'un échec, qui ont bénéficié d'un passage en seconde ligne est faible, 38% des patients, et vous voyez que le délai de réplication avant changement est très élevé, 500 jours en médiane. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une association entre le niveau de réplication virale et le passage en seconde ligne. Donc, plus la charge virale est élevée, plus on va avoir tendance à passer en seconde ligne. Et au contraire, si elle est détectable mais faible, on a tendance à continuer à donner sa chance à la première ligne. Donc, en conclusion, malgré une mise à disposition de la charge virale pendant une période de 6 ans, la prescription et l'utilisation de la charge virale semblent rester limitées. Comme en témoigne un faible niveau de prescription de charge virale, une faible utilisation des résultats en cas d'échec virologique et le peu d'impact sur le taux de succès virologique. Les raisons de cette faible utilisation et de tous ces résultats méritent d'être mieux explorées afin que l'accès à la charge virale bénéficie mieux aux patients. Donc, il y a bien sûr des causes structurelles et organisationnelles, en particulier le délai de rendu de résultats, très clairement des difficultés d'interprétation de l'algorithme de charge virale, et puis on a vu plus sur le travail qualitatif qui est détaillé dans le poster que j'ai mentionné, la difficulté du renforcement de l'observance, ainsi que le manque de préparation des prescripteurs et des patients à l'échec. C'est pour ça que dans le cadre de ce projet, nous avons développé divers outils, en particulier un guide de l'annonce de l'échec virologique et du soutien aux patients. Puis il y a aussi des modules de formation ou d'autres outils qui sont disponibles avec une boîte à outils dont le lien est mentionné sur cette diapo. Voilà, pour finir, je tenais à remercier l'ensemble du groupe Opéra, plus particulièrement le groupe Parlons de l'échec, qui a élaboré ce guide, et puis l'ensemble des partenaires, donc vous voyez les nombreuses associations, les programmes de santé, et puis les partenaires de mise en œuvre, donc Expertise France, SIDAction, avec le soutien de l'ANRS et le financement United. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne suite de conférences. Merci, merci Guillaume. On va certainement rediscuter ces données qui sont extrêmement intéressantes, très interpellantes, comme on dirait. Al-Mustafa. Bon, alors s'il n'y a
Al-Mustafa. On a une petite coupure, nous, à Paris. Donc, j'ai le plaisir maintenant d'introduire le docteur Djeneba Fofana. Djeneba est virologue. Elle est malienne. Elle travaille aussi à Paris. Son cœur est à Paris et à Bamako. Et elle va vous présenter les données sur l'échec virologique chez les enfants et chez les adolescents. Nous avons vu que c'était des populations particulièrement impactées. Vidéo. Bonjour, je suis heureuse de vous présenter notre travail réalisé au Centre de prise en charge communautaire CESAC. Ce travail réalisé chez les enfants pour la prise en charge de l'échec virologique dans cette population, intitulé « Prise en charge en compte de l'échec virologique chez les enfants et adolescents, une urgence pour une prise en charge adaptée ». Ce travail a été réalisé dans le cadre de la collaboration entre l'Arcade Santé Plus avec le CESAC, ainsi que l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, en l'occurrence le service de maladies infectieuses du professeur Christine Katlama et du service de virologie des professeurs Vincent Calves et Angèle Marcella. Donc, nous savons que l'accès des enfants à une thérapie antirétrovirale hautement efficace a considérablement augmenté ces dernières années, avec une amélioration du pronostic vital chez ces enfants, donc réduisant considérablement la mortalité et la morbidité dans cette population. Cependant, un défi majeur qui persiste, c'est comment minimiser l'échec virologique dans cette population, ainsi que le développement ou l'acquisition de la résistance aux antirétroviraux, afin de préserver les options ultérieures chez ces enfants et adolescents pour leur adolescence en ce qui concerne les enfants, mais également pour l'âge adulte, pour toute la population. Donc, cet échec virologique ainsi que la résistance peuvent également constituer un obstacle à l'atteinte des objectifs onusiens 90-90. L'objectif de ce travail était d'apprécier les deux derniers 90 des objectifs onusiens comme la proportion des patients sous traitement, la proportion d'enfants avec une charge virale contrôlée. Également, un des objectifs était d'évaluer le taux d'échec chez ces enfants qui sont sous traitement au CESAC, identifier les facteurs de risque associés à l'échec dans cette population, mais également de décrire le profil de résistance aux antirétroviraux dans cette population d'études. Donc, il s'agissait d'une étude transversale chez les enfants de 5 à 18 ans qui étaient sous traitement avec une charge virale récente, définie comme étant une charge virale effectuée dans les 12 derniers mois. Et l'étude s'est réalisée entre 2018 et 2019. Les données ont été collectées à travers le logiciel informatique, des dossiers informatiques des patients NADIS CESAC, un logiciel acquis dans le cadre de la collaboration entre les équipes de la Pitié et le CESAC. Et d'ailleurs, dans le cadre toujours de cette collaboration, une réunion de concertation pluridisciplinaire a lieu de façon mensuelle entre les cliniciens du CESAC et les équipes du Nord, ainsi que le docteur Gilles Pétavin du Bichat qui effectue les dosages pharmacologiques, donc, qui intervient également dans cette collaboration. Ici, certains des dossiers de ces enfants ici ont même déjà
d'ailleurs été discuté lors de ces RCP. On a effectué de charges virales, ces charges virales renseignées ont été effectuées à l'INRSP et au CEREFO. Donc, toujours dans la collaboration, les tests de résistance ont été réalisés à la pitié, les tests de dosage pharmacologique à Bichat. Donc, dans tous les deux cas, il s'agissait lors de nos RCP d'identifier les patients à haut risque d'échec virologique, d'effectuer un prélèvement sur papier buvard au niveau du CESAC et d'acheminer ces prélèvements à Paris, soit pour faire du génotypage de résistance, soit pour faire le dosage pharmacologique. Et ces deux tests étaient effectués sur les mêmes prélèvements à la même date pour pouvoir voir de façon concomitante l'association de ces deux résultats. Et lorsque les tests étaient effectués, les résultats étaient transmis aux médecins lors des RCP prochaines ou les RCP suivantes pour pouvoir améliorer la prise en charge des patients. Donc, les résultats globaux sur les 384 enfants âgés de 5 à 18 ans lors de la période d'étude, 382, soit plus de 99%, étaient sous traitement et 73% de ces patients avaient une charge récente. Seulement la moitié de ces enfants qui avaient une charge virale était contrôlée. Donc, nous avons également regardé parmi les patients, parmi les enfants non contrôlés, la part des patients qui avaient une charge virale supérieure à 1000 copies, qui est le seuil défini par l'OMS, et c'était 28%. Donc, également, nous avons regardé parmi eux aussi s'il y avait des patients qui avaient des antécédents d'échecs thérapeutiques au cours des 24 dernières années, des 24 derniers mois. Pardon. Donc, cela nous a permis en fait de regarder les facteurs de risque associés aux patients, mais ici, je précise que c'est uniquement cette population, c'est-à-dire les patients qui avaient une charge renseignée, une charge de centre renseignée, donc les 280 patients. Donc, l'objectif, c'était de voir s'il y avait un facteur de risque associé à l'échec, donc avec une charge supérieure ou égale à 50 copies. Donc, la seule chose qui sortait de façon significative, c'était vraiment le nombre de recours aux soins. Et ça, ce n'est autre chose que le nombre de fois que ces enfants se rendaient au CESAC pour faire une consultation, quel que soit le motif. Donc, ces patients étaient des patients qui avaient une charge virale détectable. Et également, on a observé aussi, à la limite de la significativité, que les patients, les enfants un peu plus jeunes aussi, avaient cette charge virale élevée. Les analyses génotypiques de façon globale ont montré ici à gauche, nous avons les caractéristiques des 38 jeunes patients à l'échec avec un échec confirmé, c'est-à-dire au-delà d'une charge virale détectable et c'était défini comme une charge virale supérieure à 1000 copies. Dans les 12 derniers mois, il fallait avoir au moins une notion d'échec virologique antérieur. Donc, ces enfants, c'est les caractéristiques de ces enfants qui étaient essentiellement sous abacavir 3-TC et favirenz-lopinavir. Donc, globalement, 61% de ces patients avaient au moins une résistance à un inhibiteur nucléosidique
et 77% avaient au moins une molécule un virus résistant à une des molécules des inhibiteurs non nucléaires. 7% avaient une résistance, et il s'agissait essentiellement de l'opinavir et de l'atazanavir. Donc, nous avons également observé que chez 9% des patients, il y avait le virus, il y avait une sensibilité diminuée des virus aux inhibiteurs d'intégrase. Et lorsque nous avons regardé le taux, le GSS, c'est-à-dire le score de sensibilité génotypique, le nombre de molécules actives dans la combinaison de ces patients, seuls 37% avaient un GSS supérieur ou égal à 2. Et seulement 13% avaient un virus pleinement sensible à toutes les molécules. Donc, pour montrer de façon plus détaillée également, les mutations les plus retrouvées pour les inhibiteurs nucléosidiques, comme dans toutes les études de résistance avec ces types de traitements associés, c'était la M184V et pour les inhibiteurs non nucléosidiques, c'était la K103M. Et nous n'avons pas observé de mutation majeure pour les inhibiteurs de protéases, également pas de mutation majeure pour les inhibiteurs d'intégrase avec quelques polymorphismes observés. Cependant, lorsque nous regardons les profils de résistance, nous voyons que le taux de résistance, comme j'avais montré tout à l'heure, était beaucoup plus élevé pour la 3TC avec un taux élevé également de résistance intermédiaire pour l'abacavir et des taux de résistance élevés aux différents inhibiteurs non nucléosidiques, même à la darunavir, ainsi qu'à l'étravirine et au rilpivirine. Donc, de façon générale, nous avons observé un taux de résistance élevé aux PATC et aux inhibiteurs non nucléosidiques. Lorsque nous avons évalué le dosage pharmacologique chez certains de ces patients, nous avons essayé de faire une combinaison entre les résultats génotypiques de ces patients ainsi que les concentrations plasmatiques pour voir si toutefois les patients qui ont des problèmes d'observance, est-ce que ça peut être fait les patients qui ont des sous-dosages ou en tout cas qui ont une diminution des concentrations plasmatiques, et est-ce que ça peut être uniquement lié à des problèmes d'observance ou bien c'est vraiment lié au fait qu'il y a une résistance chez ces patients. Donc ici, le vert, ça veut dire que les patients les virus sont sensibles. Et lorsqu'il y a le rouge, résistance, et orange, ça veut dire il y a une résistance intermédiaire. Et les jaunes, c'est chez les 4 patients qui n'avaient pas chez lesquels on ne retrouvait pas de médicaments, en tout cas qui étaient très sous-dosés. Et donc, nous observons que malgré des fois une bonne concentration plasmatique, on voit qu'il y a une résistance, ce qui peut probablement expliquer le taux d'échec chez ces enfants. Donc, c'est ce que j'ai dit ici, que l'échec virologique chez ces enfants est probablement lié à la résistance. Mais attention également, il peut y avoir des problèmes de difficulté d'observance dans cette population. Et cette résistance, comme la plupart, la grande majorité, sinon, de ces enfants ont acquis leur VIH par la transmission materno-fétale, ce qui peut expliquer que certainement certains de ces enfants avaient déjà des mutations de résistance préthérapeutique, notamment pour les inhibiteurs non nucléosidiques comme
le favirenz et la névirapine pour la prévention de la transmission mère-enfant. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que au CESAC, il y avait une très bonne couverture thérapeutique puisque la quasi-totalité de nos enfants étaient sous traitement, mais la moitié de ces enfants avaient quand même une charge pour laquelle une charge virale était disponible, avait une charge virale détectable avec un traitement insuffisamment inefficace, ce qu'on vient de voir avec le taux de résistance et surtout le score de génotype de sensibilité. Donc, un niveau de résistance élevé, notamment au 3TC, mais également un niveau de résistance intermédiaire élevé à l'abacavir, qui est quand même une molécule importante puisque c'est la molécule qui est utilisée aussi dans le traitement en seconde ligne. Et je précise que nous n'avons pas fait sortir dans les résultats, mais il y avait des patients sous première ligne et des patients sous deuxième ligne, mais il n'y avait pas du tout de différence en termes de résistance sur les lignes thérapeutiques. Donc, l'accès à la charge virale doit être donc renforcé. 73% de charge dans l'année, c'est un bon taux, mais cependant, il est important de renforcer cette capacité et de même augmenter la réalisation, la capacité de réalisation de charge virale, surtout dans cette population. Donc, également important de renforcer l'observance thérapeutique dans cette population. Si nous savons que c'est une population qui est appelée à prendre, en tout cas jusqu'au jour d'aujourd'hui, leur traitement à vie, donc préserver les options thérapeutiques revient à améliorer le taux de survie dans cette population. Donc, il est important au vu des résultats que nous avons également de projeter avec une quasi-absence de résistance aux inhibiteurs inhibiteurs de protéases de deuxième génération comme le dolutegravir, mais également aux inhibiteurs d'intégrase, notamment le dolutegravir, qui peuvent être des molécules promues pour pouvoir contrôler rapidement la réplication virale chez ces enfants. Je finirai cette présentation en des mots de remerciement à l'ensemble des cliniciens et biologistes pharmaciens du CESAC au sein de la CADSIDA, également tous les cliniciens virologues, pharmacologues de la Pitié-Bichat, et aussi nos partenaires au niveau de l'UCRC Cereco, également au niveau de l'INESP pour les efforts conjugués pour pouvoir ensemble améliorer la prise en charge de façon générale des patients infectés par le VIH au Mali et particulier pour les enfants. Je remercie également la faculté de médecine à l'université de Bamako. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. On vient de suivre 3 présentations. Donc, on va ouvrir la discussion avec Christine et puis tous les intervenants qui ont fait ces 3 excellentes présentations. Mais aussi, il y a Constance qui est là avec nous parce qu'il y a toujours ce débat, il y a les questions qui reviennent avec ces seuils de charge virale. Donc, on va peut-être ouvrir déjà le débat avec quelques questions. Christine, si tu... Oui, déjà... Voilà. Alors, sur les questions, d'abord, félicitations, Djeneba, pour cette belle présentation. Je sais que ce n'était pas très facile, les conditions pour toi, et on t'en remercie que davantage. Un commentaire, quels ont été les critères d'identification
des patients au risque d'échec et puis un commentaire sur la résistance au NNRTI pour dire que peut-être ils étaient acquis de par la transmission mère-enfant. Enfin, un petit point sur la réalisation des montages, si tu peux répondre assez brièvement. J'ajoute qu'à mes côtés en live, et il va se rapprocher, il y a Guillaume Breton qui a présenté Opéra. On le voit un petit peu. Voilà. Je ne sais pas si on le voit tous les deux. Non. On bougera. OK. Geneba, on a dit. Micro, Geneba. Micro. Oui, merci. Merci, Christine. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour tes questions. Par contre, la troisième question, ça coupait, donc je n'ai pas très bien compris ta dernière question. Pour les critères de sélection des patients, comme je disais dans la présentation, en fait, c'était des patients, des enfants qui avaient des notions d'échec antérieurs aux 12 derniers mois, c'est-à-dire des enfants qui avaient eu la chance d'avoir une autre charge virale renseignée ou bien qui avaient une détérioration clinique. Donc, en absence de charge virale, les cliniciens en tout cas, pensaient que c'était probablement dû à un échec virologique. Donc, et puis surtout, c'était des patients pour lesquels on avait des données disponibles dans NADIS parce qu'on avait eu peur de prendre certains patients dont on n'avait pas tout l'historique pour ne pas avoir des biais dans les analyses. Donc, de 1, c'est des patients qui ont une charge virale supérieure, au moins 2 charges virales supérieures à 1000 copies. Donc, pour aussi rester dans les recommandations actuelles de l'OMS et surtout pour nous donner plus de possibilités parce qu'on faisait les tests sur les DBS. Donc, comme il y a une sensibilité moindre par rapport au placement frais, donc on s'est donné plus de chances pour pouvoir avoir une bonne amplification. Et l'autre question, c'est justement les DBS. C'est nouveau. C'est pas nouveau les DBS, mais le génotype de résistance, c'est surtout la pharmacologie. Finalement, ça a pu permettre ces tests sans trop de problèmes. Non, pas trop de problèmes parce qu'on a quand même su profiter de l'expérience antérieure des gens qui avaient déjà utilisé ces techniques. Et puis, c'est une chance quand même pour le CESAC d'avoir bénéficié de cette collaboration pour avoir à la fois des tests de résistance, mais aussi des tests de pharmaco. On a vu dans les présentations suivantes la place, comme disait aussi Guillaume, ce que peut avoir comme place la pharmaco en Afrique. Donc déjà, avec ces résultats, on montre quand même qu'il y a un besoin réel d'accompagnement aussi de la prise en charge au sud par la réalisation des tests de dosage pharmacologique en plus des tests de résistance. Parce que là, on a vu, on sous-entend qu'il y a les résistances, mais on a aussi vu qu'il y a certains patients qui n'avaient pas du tout de résistance, mais qui avaient quand même ces problèmes d'échec répétés. Donc, de temps en temps, pouvoir faire la part des choses entre est-ce que les patients font vraiment de la résistance ou pas. En tout cas, ces études nous permettent d'avoir des photographies de nos populations d'études en termes de résistance. Oui. 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 Alors, il y a plusieurs questions. Hein. Il y a, la présentation de Geneba a suscité beaucoup de questions. On te félicite, Alimatou à Dakar te félicite. Et on pose des questions sur la sensibilité des inhibiteurs d'intégrase pour la population d'études. Et aussi, une dernière question, le dolutegravir peut-il avoir une chance pour ceux qui sont déjà en deuxième ligne? Donc, est-ce qu'il serait bénéfique d'attendre que les molécules de deuxième ligne soient grillées pour éviter le dolutegravir? Et quel commentaire tu peux faire sur ça? Voilà. Donc, il y a 2 questions pour toi, Geneba, encore. Donc,
est-ce qu'il faut vraiment attendre que les molécules de deuxième ligne soient grillées pour commencer le Dolu ou est-ce qu'il faut le commencer quel commentaire tu peux apporter là-dessus? Ouais. Déjà, je vais commencer par la dernière question. Ne pas attendre que les molécules soient grillées pour utiliser le dolutegravir. Déjà, on a vu que on sait déjà que c'est l'accumulation des mutations de résistance qui est quand même à la base des résistances croisées et même au-delà. Donc, on sait très bien aussi que l'utilisation du dolutegravir, en l'occurrence les inhibiteurs, en tout cas, diminue de façon drastique très rapidement la charge virale, donc ce qui empêcherait quand même une possible accumulation de résistance. Donc, à mon avis, c'est une bonne chance quand même pour l'Afrique d'avoir bénéficié du dolutegravir en première ligne déjà pour pouvoir maintenir les patients de façon supprimée. Donc, pour la sensibilité diminuée dans notre population d'études aux inhibiteurs d'intégrase, j'ai bien spécifié que ce sont des inhibiteurs de première génération. Donc, le raltegravir, l'altegravir, et ce n'est pas des mutations de résistance à ces molécules-là, ce sont des polymorphismes. Donc, l'algorithme de résistance qu'on a utilisé, la NRS, c'est ce qui nous a montré cette diminution de la sensibilité en fonction des règles d'interprétation. Et c'était, comme j'avais montré dans la présentation, c'était surtout la E157Q, donc qui n'a pas un impact réel de résistance sur le Dolu ou même sur le raltegravir, mais en tout cas, ça sort avec l'interprétation qu'il y a une possible diminution de sensibilité. Donc, Constante peut me corriger sinon ou ajouter plus d'informations. Une dernière question avant qu'on donne la parole à Constance. C'est que, est-ce que le taux de résistance élevé au NNRTI n'est pas dû à une transmission mère-enfant de virus résistants dans la population d'études? Oui, je l'ai dit probablement, parce qu'on a fait avec toi-même, Al-Mustafa, des études de résistance transmises il y a longtemps. En tout cas, on avait montré qu'il y avait des résistances transmises, notamment aux inhibiteurs non nucléosides. Et même, on a des résultats qui ne sont pas publiés, mais chez les enfants en diagnostic précoce. Donc, on a pris des DBS des enfants pour leur diagnostic précoce. On a fait des tests de résistance et on a quand même un fort taux également de résistance aux inhibiteurs non nuc dans cette population. Donc, ça ne m'étonne pas du tout qu'on ait des résistances très thérapeutiques pour ces enfants. Mais on a vu aussi que c'est chez des enfants avec avec une durée de traitement moyenne de 4 ans. Donc, il ne faut pas non plus aussi, il faut savoir qu'il peut aussi avoir une résistance réellement acquise avec l'échec thérapeutique à répétition. Merci Djeneba. Alors, un tout petit point de Constance et puis on a 2 questions pour le docteur Breton et pour le docteur Gay. Constance, le petit point. J'ai surtout une question à Guillaume, mais le petit point de Djeneba, je crois que parce que c'est vrai que ça a interpellé la résistance aux inhibiteurs d'intégrase et cette cohorte d'enfants où déjà il y a un gros taux de résistance, donc on a envie quand même d'espérer que les inhibiteurs d'intégrase vont fonctionner. Donc pour la 157Q, très clairement, l'essai Namzal a magnifiquement montré que pour le dolutegravir, cette mutation n'avait aucun impact. Donc ça, c'est le premier point, je crois que c'est très important. En revanche, pour le raltegravir, tu as raison, la sensibilité est diminuée. Or, le raltegravir, je ne sais pas s'il est utilisé dans une 3e ligne chez les enfants, mais il va falloir clairement privilégier pour pas avoir quand même encore un niveau d'échec et de résistance accumulé, le dolutegravir et l'accès au dolutegravir chez les enfants pour ne pas avoir un impact du polymorphisme. Non, moi je suis très interpellée par la communication de Guillaume. Je pensais que c'était des données. J'entends Christine Rouziou me raconter
que finalement, elle se bat pour mettre en place la charge virale. On fait tous du plaidoyer pour la mise en place de la charge virale. Et puis finalement, quand on la rend disponible, et bravo à Opéra, on le sait, c'est un programme absolument magnifique, finalement, les prescripteurs ne saisissent pas l'information. Et par rapport à notre premier topo du début, quid des seuils, finalement, on a un énorme travail à faire. Et on parle beaucoup d'éducation thérapeutique pour les patients, mais je crois qu'il va falloir faire de l'éducation, mais majeure pour les soignants. Nous, on s'est structuré, je dis ça à Christine, je la vois plus, mais on s'est structuré, ça nous a beaucoup demandé de travail. Mais on a structuré nos équipes tout le temps, tous les vendredis matins. Hein, ça a été un staff dont on se souviendra. Et donc, chaque patient était revu. Et s'il n'y avait pas la charge virale dans le dossier, eh bien qu'elle n'était pas rendue, eh ben on l'a réclamé au laboratoire. C'est vrai que les délais sont longs et c'est pas bien. Hein, un délai de 3 mois pour rendre une charge virale, ce n'est pas envisageable. Donc, il faut essayer de trouver partout. Et je me demandais, dans la structuration même des consultations, est-ce que le présentation du docteur Sheikh nous a dit qu'il y avait 5% de perdu de vue, donc c'est peu, mais finalement, est-ce que les patients reviennent régulièrement tous les 3 mois et du coup, le clinicien regarde si dans le dossier, il y a bien cette charge virale, fait la checklist finalement de tout ce qu'il va falloir poser comme question tous les 3 mois. Il y a un gros travail à faire et bravo de ce travail-là pour savoir où on va pouvoir intervenir. Alors, la régie nous presse. Guillaume, tu réponds, on pourrait rester une demi-heure. Guillaume aussi, les mêmes réflexions que Constance. Alors, oui, donc merci Constance pour cette question. Après, effectivement, c'est clair que ça va être difficile de répondre en quelques minutes. Je pense qu'il y a vraiment des gros enjeux sur les ressources humaines, des enjeux de formation initiale, des enjeux effectivement dans l'organisation du travail pour faire ce qu'on a fait beaucoup dans les hôpitaux du Nord, effectivement, ces réunions de concertation, etc. Après, il y a un gros enjeu sur le turnover des ressources humaines qui joue aussi. Donc, bien sûr qu'il y a plein de choses à faire, mais il faut quand même pas oublier, et peut-être le docteur Sheikh pourra rajouter un élément là-dessus, la durée moyenne d'une consultation dans la plupart des contextes où a été implémenté le projet Opéra, c'est 5 minutes. D'accord. Donc, 5 minutes, c'est vraiment compliqué d'avoir un examen clinique, d'évaluer les problèmes, de recopier l'ordonnance, de faire une prescription de charge virale qui est souvent où il y a 10 ou 15 items à remplir. Donc, on est quand même sur des éléments où les éléments structurels sur les ressources humaines et l'organisation du système de soins ne facilitent pas ces réunions. On va prendre du temps de discuter des patients. Donc, c'est clair qu'il y a un boulot considérable à faire. Après, effectivement, il ne faut pas imaginer de juste dire, paf, on met en place un staff et ça va marcher comme ça. Faut-il encore que les prescripteurs soient disponibles pour aller participer au staff? Donc, c'est des questions absolument centrales parce que je suis d'accord avec toi. On n'arrivera pas à améliorer la prise en charge du VIH si les prescripteurs, et que ça soit des médecins, que ça soit des associatifs, que ça soit de la délégation des tâches à des infirmières, n'ont pas effectivement ce temps pour pouvoir travailler correctement. Et on voit, et je pense que c'est un résultat vraiment intéressant de ce projet, c'est que c'est pas parce qu'on met en place un outil qui était gratuit qu'il est utilisé. Ça, c'est la première chose. Et on voit ça aujourd'hui avec la charge virale. Demain, on peut espérer qu'on aura accès au génotypage. On aura les mêmes enjeux avec les génotypages. Et je pense que ça, c'est un des éléments vraiment intéressants de ce projet Opéra. C'est que les innovations qui paraissent des évidences, qui sont recommandées dans les pays du Nord, qui sont recommandées par l'OMS, il suffit pas de travailler pour que ça soit accessible, pour avoir des coûts corrects, pour que ça fonctionne. Donc vraiment, d'où l'importance. Et bon, il y a eu une session hier sur le dossier médical informatisé, là où vous a montré Nadine, très clairement. Quand on ouvre sa consultation, on voit qu'il n'y a pas de charge virale ou que ça fluctue. Et deuxième point, c'est l'empowerment des patients. Il faut faire en sorte que la charge virale, c'est un dû au patient qui doit la réclamer à son médecin. Voilà, c'est un autre débat. Docteur Gay, vos suggestions là, bravo d'abord au Sénégal, mais la transmission mère-enfant, les enfants, oui. Qu'est-ce que vous pensez de faire pour que, quand on se retrouvera en 2022, vous soyez encore là, mais encore bravo, parce que je trouve que c'est bien d'aller fouiller dans ces dossiers et de montrer ces données par-delà du discours.
Merci beaucoup, Président. Bonjour à tous. Mais c'est vrai que pour le programme, effectivement, le problème qu'on a noté qu'il faudrait améliorer, effectivement, c'est la prise en charge des enfants. Donc, le dépistage aussi, mais globalement, on va dire la PTM, la transmission mère-enfant. Mais comme il a dit, c'est vrai que le turnover des prestataires, le renforcement de la capacité de ces derniers aussi reste des défis. Bien qu'il y a des stratégies comme la délégation des tâches, il y a aussi le parrainage avec les sages-femmes, il y a le masemontage avec le niveau communautaire. Bref, pas mal de stratégies qui sont mises en branle vraiment pour améliorer. Donc, en toile de fond aussi, il fallait noter le plan d'accélération en 2018. Ça continue parce que cette année, au niveau du pays aussi, cette année est dédiée aux enfants, la prise en charge des enfants, pour vous dire que, bon, vraiment, il y a pas mal de stratégies qui sont là. Et aussi, comme on l'a souligné, avec aussi les stratégies comme autotest et tout, bon, vraiment, c'est des opportunités aussi pour le programme. Mais c'est sûr qu'il reste du chemin pour la PTME, pour la prise en charge des enfants, mais aussi, il y a des déterminants aussi derrière par rapport à ces enfants, des fois qui sont des orphelins, des fois qui ont problème d'accès, des fois des problèmes nutritionnels, bref, tout un ensemble qu'il faut aller vraiment encore continuer pour analyser à fond ces déterminants et essayer aussi de les adresser globalement. Donc, c'est ça que je voulais apporter pour compléter par rapport à cette problématique. Merci beaucoup. Merci. Allô? 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 Oui. On n'entend plus rien. Christine. Christine, ouais, moi, Jean-Daniel? C'est bon? Okay. Alors, c'est bon, on entend maintenant. On conclut, Al-Mustafa. Oui, on va conclure. Merci pour d'avoir participé à cette session très intéressante dans laquelle on a eu un tour d'horizon sur les seuils de charge virale avec Constance Delogère, qui est professeur de virologie à Saint-Antoine, avec Nathan Paul qui nous a parlé aussi des recours de l'OMS par rapport à la charge virale. On a eu droit aussi à 3 présentations de chèques du Sénégal sur le plan de rattrapage qui nous a montré des données très intéressantes et que le Sénégal est en train d'atteindre déjà les 3,90 et on espère que les derniers 90, vous allez rattraper ces 9 qui manquent. On a eu aussi une belle présentation de Opéra qui montre tout le challenge d'accès à la charge virale. Je retiens juste que c'est pas parce que c'est gratuit que ça va marcher. Je retiens cette phrase. Et je pense que le turnover aussi des personnels de santé en Afrique pose énormément de problèmes. Et il y a beaucoup d'organisations internes à faire. Et finalement, Djeneba a été la vedette de cette session. Elle a eu droit à beaucoup de sessions, beaucoup de questions. Djeneba nous a présenté la résistance chez les enfants au CESAC. Je rappelle que le CESAC est quand même le centre de prise en charge principal où il y a plus de 6000 patients qui sont suivis à Bamako. Et elle a montré clairement les niveaux de résistance avec la collaboration, cette longue collaboration que nous avons eue avec Christine Katlaman, Vincent Calvez et puis Geneviève Marcelin. Et elle a montré des taux de résistance au NRTI et elle montre dans la conclusion que le Dolu et le Daru seront vraiment très bons pour nous et c'est une chance pour nous d'avoir ces données-là. Et donc, je termine avant de passer la parole à Christine pour dire que le seuil va changer peut-être, mais on a aussi besoin de faire beaucoup d'organisations pour pouvoir avoir un accès routinier à la charge virale et aussi que l'accès à la charge virale est importante, mais l'utilisation de la charge virale dans les dossiers médicaux pour prendre des décisions est aussi importante. Et merci d'avoir attendu à cette session. Je donne la parole à Christine pour clôturer. Très vite. Donc, merci à toutes les vedettes de la session, bien sûr, Djeneba, mais tous. Je retiens avec ma casquette Afravi qu'il va falloir vraiment qu'on fasse des ateliers pour former les gens à l'exigence et les patients aussi à exiger d'avoir une charge virale
parce qu'on se le répète, quel que soit le seul, l'indétectabilité, c'est la promesse d'une vie normalisée. Je vous quitte sur ces mots. Merci à tous. À 10h30, une plénière fantastique avec 4 mots que je vous invite à écouter, très diversifiés. Et puis, à bientôt, non connectés. Au revoir. Je vous invite tous les matins. Au revoir.